Les enfants du rêve, une histoire du kibbutz, série d'émissions proposée par RCJ, présentée par Ruth Zilberman, avec David Katarivas, en collaboration avec Michal Gantz. Bonjour, et aujourd'hui le thème de notre émission, du kolkhoz au kibbutz. Dans une de nos dernières émissions, nous avions évoqué les changements qui ont affecté le kibbutz, changements qui parfois peuvent menacer son avenir. Parmi ces récentes évolutions, toutefois, il en est une qui pourrait contribuer à modeler la physionomie du kibbutz de demain. Je veux parler des récentes vagues d'immigration des Juifs soviétiques vers Israël. On parle souvent à leur sujet du rejet massif de la vie collective et de leur hostilité, donc, à un mode de vie kibbutznik. Pourtant, il y a loin du kolkhoz au kibbutz, comme vous nous le disiez, David Katarivas, et il est nécessaire, je crois, de s'interroger sur le rapport réciproque que ces Juifs soviétiques et le kibbutz peuvent donc échanger l'un l'autre. En définitive, on peut discerner deux grands axes de questionnement, et c'est ce à quoi je voudrais consacrer notre émission aujourd'hui. D'une part, interroger le modèle d'intégration offert par le kibbutz aux Juifs soviétiques, et l'on se rappelle le rôle intégrateur qu'a pu jouer le kibbutz tout au long de l'histoire d'Israël. D'autre part, quel rôle vont pouvoir jouer ces forces neuves pour l'avenir du kibbutz? Pourrait-on qualifier les Russes de nouveaux pionniers? Qu'en est-il du phénomène russe? Pour répondre aujourd'hui à mes questions, David Katarivas, je rappelle qu'ancien diplomate, écrivain, journaliste, vous vivez depuis 1974 au kibbutz de Hanita, et aussi Michal Gantz, qui est délégué du mouvement kibbutzik auprès de l'agence juive. Alors donc, comment expliquer que les Juifs russes, d'abord, viennent aujourd'hui au kibbutz, David Katarivas? Bon, alors aujourd'hui, effectivement, ils viennent. Alors que lors de la première vague d'immigration, il y a une dizaine d'années, les Juifs qui arrivaient de Russie ne voulaient même pas venir visiter les kibbutzim en touriste. Le mot kibbutz leur faisait dresser les cheveux sur la tête. Pour eux, c'était le kolkhoz dans toute son horreur. Et ils ne voulaient même pas visiter, ils ne voulaient pas savoir ce que c'était, ils ne voulaient pas entendre prononcer le mot kibbutz. Nous avons une exception chez nous. Nous avons reçu en 1975 une famille venue de Russie qui avait un oncle au kibbutz. Ce jeune couple s'est décidé un jour quand même à venir rendre visite à l'oncle qui vivait au kibbutz. Et puis finalement, ils ont été convaincus, ils sont restés, ils sont maintenant parfaitement intégrés. Et eux aident aujourd'hui à l'intégration de nouveaux immigrants venus de Russie. Donc il y avait dans la première vague d'immigrants venus de Russie un rejet total du kibbutz par ignorance. Les gens sortaient d'un système collectiviste, totalitaire, ne voulaient pas entendre parler de socialisme, ils en avaient ras-le-bol, je ne sais pas comment ça se dit en russe, mais c'est comme ça que ça se dit en français, ils en avaient ras-le-bol du socialisme, ils ne voulaient pas en entendre parler, et ils disaient franchement d'ailleurs, nous sommes venus vivre dans un pays capitaliste, nous voulons bénéficier des avantages du capitalisme, nous voulons faire de l'argent et profiter du système capitaliste. Il n'y avait donc aucune préparation à la vie socialiste, aucune préparation au kibbutz, et il n'y a pas eu, à ce moment-là, je crois, en dehors de cette famille qui s'est intégrée chez nous, d'autres Russes qui soient allés au kibbutz. Les choses ont changé avec la perestroïka et l'évolution de la glasnost et l'évolution en Russie. Il y a eu d'abord des Juifs qui sont venus en Israël comme touristes. Alors eux, ne craignant rien, étant de passage, sont allés parfois visiter de la famille qu'ils avaient au kibbutz, parce qu'il y a eu quand même pas mal de Juifs de Russie à l'origine dans les premiers kibbutzim. Et puis il y a eu des jeunes qui sont venus passer par des centres d'enseignement intensif de l'hébreu, des ulpanim, pour, à leur retour en Russie, enseigner à leur tour l'hébreu. Alors, la plupart de ces centres d'enseignement intensif de l'hébreu se trouvaient dans des kibbutzim. Donc, ils ont passé 6 mois dans un kibbutz. Ils n'y étaient pas, il n'est pas question qu'ils deviennent membres, ils étaient au pair, étudiants et travaillants, mais ils ont vu le mode de vie du kibbutz. Alors, tout ça a fait que une image nouvelle du kibbutz a été perçue par les Juifs de Russie. Ils ont compris que c'était pas le kolkhoz, ils ont compris que ça reposait sur une base volontaire, ils ont compris qu'en arrivant en Israël, on les obligerait pas à aller au kibbutz s'ils ne voulaient pas y aller, et leur approche du problème kibbutz, de la question kibbutz, a été tout à fait différente. Ce qui fait que lorsque la nouvelle vague, la grande vague d'immigration est arrivée, il n'y avait pas ce refus systématique du kibbutz. Mais il n'y avait pas non plus de volonté particulière d'aller au kibbutz. On ne peut pas dire que parmi cette vague d'immigrants venus de Russie, il y a eu des pionniers qui se soient dirigés vers le kibbutz avec l'idéal des premiers pionniers. Ceux qui sont venus dans les kibbutzim en Israël ne sont certainement pas venus par idéal socialiste. Ils sont peut-être venus
pour une motivation écologique, quand ils se sont rendus compte que la qualité de vie dans les kibbutzim était meilleure qu'en ville, ils sont surtout venus dans les kibbutzim parce que les kibbutzim pouvaient leur permettre de résoudre leurs problèmes d'une façon beaucoup plus facile, beaucoup plus souple, beaucoup plus en douceur que s'ils essayaient de s'intégrer dans le reste de la société israélienne. Ça, c'est là, je crois, la clé de l'explication, et ça explique également les différentes formes que prend l'intégration des Juifs de Russie dans les kibbutzim. Alors toujours sur cette question de l'image du kibbutz, je crois, Michal, que vous avez enseigné l'année dernière à Saint-Pétersbourg l'hébreu, donc auprès de juifs soviétiques ou enfin de juifs russes, pardon. Alors évidemment, c'est pas exactement l'arrivée en Israël, il y a encore loin de Saint-Pétersbourg à Jérusalem et a fortiori de Saint-Pétersbourg au kibbutz. Toutefois, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire partager votre expérience kibbutzique et comment cela a été perçu alors? Oui, effectivement, j'ai eu beaucoup d'élèves d'origine ex-soviétique, si je puis dire, soit en Israël même, dans mon kibbutz, où je les ai eus en tant qu'étudiants, soit à Saint-Pétersbourg. Et non seulement à Saint-Pétersbourg je les ai eus, mais une famille qui était mon élève ou mes élèves à Saint-Pétersbourg est maintenant dans mon kibbutz. Je ne veux pas dire grâce à moi, mais peut-être grâce à l'image que j'ai donnée du kibbutz. Et effectivement, en Russie, puisqu'il y a que la Russie, il faut dire que, étant donné la façon dont les médias étaient organisés avant la perestroïka, et les nouvelles vont très vite, et les nouvelles officielles ne sont pas du tout crédibles, et donc les gens se fient tout à fait aux nouvelles qu'ils entendent par oui dire, par X, par Y. Or, les nouvelles qui venaient du kibbutz, d'une façon tout à fait étonnante, étaient excellentes, c'est-à-dire ça offrait une qualité de vie, ça ne ressemblait absolument rien au kolkhoz et ça permettait une structure d'accueil confortable, tout à fait comme l'a dit David Katarivas. On a créé un système qui s'appelle en hébreu Bait Rishon, le premier foyer Ben Moledet dans la mère patrie, qui est peut-être David reviendra là-dessus tout à l'heure. C'est une structure d'accueil très populaire. Ayant vu une personne comme moi qui venait du kibbutz et qui n'avait pas l'air d'avoir souffert trop de son séjour en Galilée, et ayant vu, comme on dit en hébreu, Raou Kitov, on voyait que ça pouvait marcher, et ils ont directement, avec beaucoup de pragmatisme qui caractérise d'ailleurs les nouveaux immigrants de ex-Union soviétique, ils ont directement demandé leur intégration, et peu de temps après que je sois rentré en Galilée, on a eu une demande de cette famille qui vit maintenant avec 2 autres ou 3 autres ou 4 autres familles dans le kibbutz, dans ce système dont David va vous parler après. Nous reviendrons donc justement sur ces conditions d'intégration juste après cette pause musicale un tout petit peu particulière, parce qu'il s'agit je crois, d'une cassette qui vient tout juste d'arriver d'Israël et une cassette de chants russes, en fait, traduits en hébreu. Alors, David Katarivas, quelle est la réalité démographique de cette émigration, enfin, du moins de cet afflux russe vers le kibbutz? Bon, alors, il ne faut pas se faire d'illusions. La masse des immigrants venus de Russie n'ira pas au kibbutz. Et les kibbutzim ne sont pas en mesure d'intégrer une masse d'immigrants. En tout et pour tout, ils représentent 3% de la population. Ils peuvent intégrer quelques milliers de personnes au maximum, et surtout pour des raisons pratiques. Il n'y a pas de logement. Il n'y a pas des logements en masse dans les kibbutzim. Et même si le ministère du Logement installait des caravanes ou voulait construire à toute vitesse, ça ne serait qu'un apport très limité au problème à l'immigration, à l'intégration des immigrants venant de Russie. Alors, ce qui s'est développé, ce sont différents systèmes. Le premier, ça a été celui des ulpanim, des centres d'enseignement intensif de l'hébreu, où un certain nombre de juifs venus de Russie, qui doivent apprendre l'hébreu, ont le choix soit dans un ulpan en ville, soit dans un ulpan en kibbutz. L'avantage de l'ulpan en kibbutz, qui parfois reçoit la famille, c'est effectivement de résoudre les problèmes matériels. Alors pendant les 6 mois où ils sont à l'ulpan, les problèmes matériels sont résolus, ils sont logés, ils sont nourris, leur linge est lavé, ils n'ont à se préoccuper de rien. Ça arrange le kibbutz, ça arrange également les immigrants. Ils apprennent l'hébreu, ils n'ont envers le kibbutz aucune obligation. Le cours terminé, ils s'en vont en disant merci, ou sans dire merci, ils s'en vont. La deuxième formule qui a été présentée, et alors cette formule l'ulpan est surtout valable pour les jeunes. Ça marche beaucoup mieux pour les jeunes que pour les familles, mais enfin ça peut marcher également pour les familles. La deuxième formule qui a été inventée en quelque sorte par l'agence juive, ça a été de dire aux gens, vous pouvez aller vous loger dans un kibbutz.
C'est la formule Bayit Rishon Bemoledet, une première maison dans la patrie. Vous allez loger au kibbutz. Au lieu de loger dans un hôtel, au lieu de loger dans un centre d'intégration, vous logez dans un kibbutz. Et un certain nombre de kibbutzim, à la suite de départ ou pour d'autres raisons, ont des appartements vides, qu'ils étaient ravis de pouvoir louer sur une base de loyer mensuel. Les gens viennent, louent une maison au kibbutz, paye éventuellement une contribution supplémentaire pour pouvoir profiter de la salle à manger, manger au kibbutz ou profiter de la buanderie, etc., mais ne vivent pas avec les membres du kibbutz, ils sont locataires. Leur objectif, c'est pendant ces 6 mois d'apprendre l'hébreu, de se chercher du travail, de se chercher un logement. L'idée, l'arrière-pensée des kibbutzim, c'était qu'au bout de 6 mois, les gens auront fini par comprendre ce qu'est le kibbutz, auront vu comment fonctionne le kibbutz, et que certains d'entre eux diront, après tout, je prolonge le bail, j'essaye peut-être d'aller plus loin, et c'est ce qui se passe. Effectivement, alors nous arrivons à la 3e phase, qui est la phase d'intégration au kibbutz. Dans certains cas, on a prolongé cette période de 6 mois, on en a fait une période d'1 an pour permettre aux gens de mieux connaître le kibbutz, et au bout d'1 an, au bout de cette période de location, en quelque sorte, où les gens ne sont que locataires du kibbutz, ils présentent leur candidature. Ils présentent leur candidature, et alors là, ils sont comme n'importe qui présentant sa candidature, doivent subir les examens médicaux, doivent présenter un dossier avec une série de documents, examens psychologiques, graphologique, etc. Tout ce que l'on fait subir aux gens que l'on veut intégrer dans un kibbutz. Et il y en a. Il y en a qui le font effectivement après la période de location au kibbutz, qui demandent à s'intégrer. Maintenant, les raisons pour lesquelles ils demandent à s'intégrer. Ils sont parfaitement au courant des difficultés qu'ont les autres immigrants de Russie hors du kibbutz. À se loger avec des loyers qui malheureusement ont augmenté en flèche parce que les propriétaires israéliens n'ont pas fait preuve de beaucoup de sentiments sionistes et ont préféré exploiter la situation pour augmenter les prix, avec des difficultés de trouver du travail, avec des difficultés d'intégration culturelle, sociale, économique, et ils se sont rendus compte que dans la petite cellule que forme le kibbutz, il leur était peut-être beaucoup plus facile de s'intégrer. Logement, pas de problème. Travail, pas de problème. Intégration, pas de problème non plus, parce qu'il y avait une volonté de la part des kibbutzim de les accueillir. Il n'y a pas partout, comme chez nous, des gens originaires de Russie, mais du moins de la nouvelle génération de Russes. Il y a les anciens, il y a une langue commune en tout cas avec beaucoup d'entre eux. Pas de langue commune sur le plan idéologique, encore une fois, mais la langue verniculaire, la conversation pour tous les jours. Donc certains ont décidé de rester au kibbutz et ils sont restés. Il y en a déjà qui sont devenus membres du kibbutz, qui ont été intégrés, qui ont été acceptés. D'autres sont en voie d'intégration. À Hanita, nous avons quelques familles qui sont arrivées avec enfants. Les enfants sont allés à l'école. Ça a posé des problèmes, dans le secondaire en particulier, parce que vous connaissez les Israéliens, les jeunes Israéliens qui forment un groupe, surtout les jeunes des kibbutzim qui sont ensemble depuis la pouponnière jusqu'à la fin du lycée. Brusquement, on leur parachute un jeune garçon, une jeune fille arrivée de Russie avec une mentalité tout à fait différente, avec des problèmes très particuliers, avec problèmes de langue, etc. Eux ne se sentent pas à l'aise pour l'accueillir, et lui ou elle n'est pas à l'aise pour s'intégrer. Nous en avons eu, aujourd'hui c'est fini, la dernière de ces jeunes filles est maintenant à l'armée, elle est partie au mois de novembre à l'armée, sa famille est intégrée au kibbutz. Il y avait également, ce qui est très important pour les gens venus de Russie, une possibilité d'intégration professionnelle. L'une des choses dont beaucoup d'immigrants russes souffrent en Israël, c'est d'être obligés de travailler à autre chose qu'à leur métier. Au kibbutz, on s'efforce d'utiliser les compétences. Nous avons eu, tout à fait par hasard, peut-être pas par hasard s'ils ont choisi Hanita, nous avons à Hanita un optométriste. Nous avons une fabrique de lentilles de contact, c'était l'idéal pour lui, pour nous. Donc il a trouvé un travail dans sa profession, il a trouvé un logement, sa fille est allée au lycée, elle est maintenant à l'armée, la famille est intégrée. C'est un exemple de ce qui se fait et on entend, comme je le dis toujours, on entend de nouveau parler russe dans la salle à manger des kibbutzim. Donc pour ce qui est de l'intégration stricto sensu, pas de gros problèmes. Michal, vous aussi, vous pensez la même chose, puisque vous venez de nous dire qu'une famille de Saint-Pétersbourg avait émigré à Metsuba. Oui, elle est venue s'installer. Je ne sais pas s'il n'y a pas de gros problèmes. Il y a toujours des problèmes d'intégration, mais je dirais que si on les compare aux problèmes d'intégration en milieu urbain, il est certain qu'ils sont infiniment plus doux et infiniment plus faciles à régler.
Alors, David Katarivas, vous venez d'énumérer un petit peu les raisons qui ont conduit donc ces juifs russes à choisir le kibbutz comme lieu d'accueil en Israël. Pourtant, il me semble, à vous écouter, que ce sont un petit peu des raisons pas négatives, mais disons très pragmatiques. Vous avez souligné d'ailleurs le peu d'idéologie qui animait ces Russes. Effectivement, et c'est par pragmatisme que la plupart de ceux qui décident de rester au kibbutz le font. Et à mon avis, ça s'inscrit très bien dans le courant pragmatique actuel du kibbutz. Les jeunes générations au kibbutz, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants... La 4e génération restent aussi par pragmatisme. Restent parce que c'est la maison, parce que c'est beaucoup plus simple, parce qu'ils sont chez eux, parce que ça résout les problèmes, parce qu'ils n'ont pas à se casser la tête pour chercher un appartement ou pour chercher du travail. Et c'est pas tellement par idéal socialiste que par... ce que j'appelle idéal écologique, parce que le kibbutz offre une certaine qualité de vie. Les Russes ont perçu cela, ils viennent et ils s'intègrent dans ce courant. Par conséquent, ça ne risque pas de provoquer des vagues ou un retour de vagues dans le kibbutz. Et ce qu'ils apportent, finalement, c'est ce dont le kibbutz a besoin. Des techniciens, très souvent. Les kibbutzim manquent de main-d'œuvre. Ils ont toujours manqué de main-d'œuvre. Nous avons vu que la plupart des kibbutzim sont en train de s'industrialiser. Il faut, dans ces usines, dans ces entreprises industrielles, de nouveaux travailleurs. Il faut des gens qui puissent apporter des compétences. Si quelqu'un arrive tout formé de l'extérieur et peut s'intégrer dans une entreprise, le directeur de l'entreprise ne demande pas mieux et le kibbutz ne demande pas mieux que de voir une main-d'œuvre professionnelle s'intégrer à la vie dans le kibbutz. Par conséquent, le fait qu'il n'ait pas d'idéal socialiste n'est pas a priori un inconvénient. Alors aussi, là je pose ma question à Michal et à David à la fois puisque vous avez une expérience vécue. Est-ce qu'il n'y a pas danger un petit peu que se constitue une sorte de caste russe en plein milieu du kibbutz ou alors est-ce que ça peut s'intégrer dans une mosaïque kibbutzique? Bon, ça s'intègre dans la mosaïque kibbutzique, il n'y a pas de caste. Le kibbutz Ranita est connu comme étant le kibbutz le plus francophone d'Israël. Bon, alors, on entend parler dans certaines tables de la salle à manger, on entend parler français. Alors maintenant, dans certaines tables de la salle à manger, on entend parler russe. Mais à la table à côté, on entend aussi parler anglais ou espagnol. Nous avons des gens qui viennent de partout. La langue commune est l'hébreu, mais vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir recours à leur langue maternelle quand ils sont chez eux à la maison, quand ils sont en train de bavarder avec des amis, quand ils se retrouvent le samedi pour autour d'un verre ou quelque chose. Alors on entendra dans certains coins du kibbutz parler russe, ou on entendra dans certaines tables du kibbutz parler russe, jusqu'au moment où d'ailleurs ils s'y mettront comme les autres, c'est-à-dire qu'ils prendront l'habitude de parler de parler hébreu en public et russe chez eux. Michal? Oui, je pense que de toute façon, de cette manière, ce n'est qu'un modèle réduit de l'ensemble du tableau israélien. Hein. Je pense que ce n'est peut-être une des photographies ou une des cartes postales les plus célèbres d'Israël, c'est la mosaïque de Beth Alpha. Et je pense que c'est très caractéristique du fait que ce soit une mosaïque. Hein. Israël est une mosaïque et le kibbutz est aussi une mosaïque. Et je pense que ça ne nuit pas du tout à la beauté du tableau d'ensemble. Alors une intégration qui se passe somme toute assez bien, sans problème majeur, mais tout de même, est-ce que les Russes n'ont pas des demandes particulières par rapport aux gens nés au kibbutz de cette 3e, 4e génération que vous évoquiez tout à l'heure? Ça, certainement, je pense que ce sera un avantage. Disons que les nouveaux Russes qui sont nouveaux venus au kibbutz sont moins fatigués en tant que membres du kibbutz que les anciens. Les anciens sont un peu fatigués en tant que membres du kibbutz. Ils ont accepté un certain nombre de choses, ils ont renoncé à un certain nombre de choses, ils ont beaucoup moins d'exigences aujourd'hui, ils sont davantage repliés sur eux-mêmes. Les Russes arrivent vers un mode de vie nouveau qu'ils veulent explorer et dont ils attendent quand même un certain nombre de choses, en particulier sur le plan culturel. Alors l'un des reproches qui a été fait par les jeunes venant dans les ulpanim des kibbutzim ou par les familles en voie d'intégration, c'est la réduction de la vie culturelle. Ils s'attendaient en venant au kibbutz, ils avaient entendu parler, ils s'attendaient en venant au kibbutz à trouver une vie culturelle très intense. Or, cette vie culturelle n'est plus aussi intense qu'elle était autrefois, elle a pris des formes différentes. Eux sont ceux qui commencent à demander des activités communes auxquelles parfois les membres du kibbutz ont renoncé au profit d'activités limitées à des petits groupes ou d'activités chez soi. Alors eux veulent de nouveau cette forme de culture d'ensemble, de culture collective qui avait tendance à se perdre dans les kibbutzim, et ça ne peut être que positif. Donc en définitive, les juifs russes font preuve d'une certaine naïveté, plutôt d'une certaine fraîcheur, oui, qui ne peut que raviver, exactement ça, c'est de la fraîcheur. Non pas l'idéal kibbutzique, mais surtout la vie au quotidien du kibbutz. C'est bien ça, Michal?
Oui, je pense qu'il y a aussi un autre aspect dans lequel le kibbutz, lui, au point de vue culturel, donne quelque chose aux Russes. La plupart de ces Juifs russes étaient sans parler de la religion, mais étaient des Juifs acculturés sur le plan du judaïsme. Or, la célébration des fêtes à la manière kibbutzique, dont nous avons parlé dans d'autres émissions, je pense, est un élément très positif. Elle évite le rejet. Elle évite aux Russes de leur faire rejeter une certaine manière trop rigoriste de voir le judaïsme, et donc le kibbutz les intègre en douceur vers une culture juive plus générale, plus vaste, et eux, en revanche, demandent une culture générale plus intégrée à la vie juive. Et je pense que là, les deux sont vraiment gagnants. Alors, en conclusion, dans quelle mesure la venue de ces Juifs russes peut-elle modifier la physionomie du kibbutz de demain, du kibbutz de l'avenir? Je ne sais pas si elle peut modifier. En tout cas, un petit peu érodé, enfin pas érodé, non, pas érodé, mais ça peut apporter quelque chose de frais, comme vous disiez tout à l'heure, quelque chose de nouveau. Disons, une vision nouvelle des problèmes du kibbutz. Et il est évident que d'ici quelques années, ces gens qui sont maintenant intégrés au kibbutz prendront part à la direction du kibbutz. Certains seront élus à des fonctions de direction, apporteront leur contribution. Ils sont en général très stricts sur les principes. C'est encore une des choses que l'on trouve chez eux, cette volonté de respecter les principes que les Israéliens respectent de moins en moins. Alors ça peut être effectivement positif à partir du moment où ils pourront influencer sur la marche des affaires dans le kibbutz. Donc en fait, cette arrivée réactive un petit peu cette mission originelle du kibbutz. Oui, et surtout, enfin, je crois que pour s'élever à un niveau supérieur, je crois que c'est quand même passionnant de voir que des gens ont fui le paradis socialiste et viennent se réfugier dans la forme la plus socialiste qui existe, le kibbutz. Le socialisme à visage humain, en définitive. C'était Les Enfants du Rêve, une histoire du kibbutz, série d'émissions proposée par RCJ, présentée par Rudy Zilberman avec David Katarivas, en collaboration avec Michal Gantz.